Ma propre fille m'a jeté dehors. Je lui ai rendu son geste au centuple. Je m'appelle Rosa Dubois. À 68 ans, je me suis retrouvé sur le trottoir avec seulement 2 valises usées et une vie entière de souvenirs derrière moi. Mais ce que ma fille ne savait pas, c'est que j'emportais également un secret qui allait changer nos 2 destins pour toujours. 1,7 million € dormaient silencieusement sur un compte bancaire dont elle ignorait l'existence. Cet argent représentait ma terre, mon héritage, et bientôt le fondement de ma renaissance. J'aille passer ma vie à travailler la terre dans le petit village de Saint-Martin en Provence. Mes mains étaient rugueuses et tachées par des décennies de labeur sous le soleil méridional. Mon mari Marcel et moi avions acheté ces 3 hectares de terrain avant même la naissance de notre fille unique, Catherine. Notre maison était modeste mais chaleureuse. Les murs en pierre gardaient la fraîcheur en été et retenaient la chaleur en hiver. Le jardin débordait de lavande et de romarin, dont le parfum envahissait l'air au moindre souffle de vent. Marcel cultivait des oliviers, dont nous tirions une huile que les voisins nous enviaient. Nous n'étions pas riches, mais nous étions heureux. Catherine est née par une chaude journée de juillet. Je me souviens encore de ses premiers cris qui résonnaient dans notre petite chambre. Marcel pleurait de joie en tenant sa main minuscule. Nous avions tant rêvé de cet enfant. Pendant des années, nous avions essayé sans succès. Les médecins nous avaient dit d'abandonner, mais le miracle s'était finalement produit. Notre fille grandit, entourée d'amour et de simplicité. Tous, les soirs, je lui lisais des histoires près de la cheminée. Marcel lui apprenait à reconnaître les plantes et les oiseaux. Le dimanche, nous allions à la messe, puis partagions un repas avec toute la famille au grand complet. Catherine était brillante à l'école, toujours première de sa classe. Nous étions si fiers d'elle. Quand elle a annoncé qu'elle voulait étudier le droit à Paris, mon cœur s'est serré. Marcel m'a regardé avec tristesse. Nous savions que ce jour viendrait. Notre petite fille allait quitter le nid. Avec nos économies combinées à un petit prêt, nous avons financé ses études. C'était un sacrifice immense pour nous. Mais nous voulions lui offrir les opportunités que nous n'avions jamais eues. Les années à Paris l'ont transformé. Ses visites au village devenaient de plus en plus rares. Son accent méridional s'est estompé, remplacé par des intonations parisiennes élégantes. Elle a commencé à porter des vêtements coûteux et à parler d'argent, de carrière et de réussite. Les valeurs simples que nous lui avions inculquées semblaient s'évanouir un peu plus à chaque retour. Marcel est parti trop tôt. Une crise cardiaque l'a emporté alors qu'il travaillait dans les champs un matin d'avril. Catherine est venue pour l'enterrement, mais elle est repartie dès le lendemain, prétextant un dossier important. Je me suis retrouvé seul dans notre grande maison, avec pour seule compagnie le chant des cigales et le murmure du vent dans les oliviers. Vieillir seul n'était pas facile. Les travaux de la ferme devenaient de plus en plus difficiles. Mes articulations me faisaient souffrir, et mes forces diminuaient. Des promoteurs immobiliers venaient régulièrement me proposer d'acheter le terrain. Ils voulaient construire des résidences de luxe pour touristes fortunés. Je refusais systématiquement. Cette terre était l'héritage de Catherine, même si elle semblait l'avoir oublié. Un hiver particulièrement rude, je suis tombé et me suis fracturé la hanche. Les voisins m'ont trouvé grelottante de fièvre après 2 jours passés sur le sol froid de la cuisine. L'hôpital a contacté Catherine. Elle semblait contrariée au téléphone, comme si ma blessure était un inconvénient dans son emploi. Du temps chargé. Catherine est arrivée 1 semaine plus tard. Elle m'a observé de haut en bas, notant mes vêtements usés et mes cheveux gris non teints. Elle m'a expliqué qu'il était temps de vendre la propriété et de m'envisager en maison de retraite. Je lui ai répondu que jamais je n'abandonnerais la terre de ses ancêtres. Elle a soupiré d'exaspération, comme si j'étais une enfant capricieuse. Finalement, elle m'a proposé de venir vivre chez elle à Paris. Son mari avocat et elle avaient une grande maison avec une chambre libre. Ils avaient 2 enfants, mes petits-enfants que je connaissais à peine. Peut-être était-ce l'occasion de reconstruire notre relation familiale. Après des jours d'hésitation, j'ai accepté. Avant de partir,
Jaï rencontrait secrètement le notaire du village. Les promoteurs avaient fait une dernière offre pour le terrain, 1 700 000 €. Une somme astronomique pour moi qui n'avait jamais possédé plus de quelques milliers d'euros sur mon compte en banque. Le notaire m'a conseillé d'accepter, vu mon âge et ma santé fragile. Jaï signait les papiers, mais Jaï demandait que l'argent soit placé sur un compte spécial dont Catherine ignorerait l'existence. Je ne voulais pas qu'elle sache que j'avais vendu la terre. Pas encore. Je voulais d'abord voir si notre relation pouvait être sauvée. Jaï emballait mes souvenirs les plus précieux dans 2 vieilles valises. Les photos de Marcel, nos alliances, quelques vêtements et bien sûr la carte bancaire liée à mon nouveau compte. Tout le reste, je l'ai laissé derrière moi. Le cœur lourd, j'ai fermé pour la dernière fois la porte de la maison qui m'avait abrité pendant plus de 40 ans. Le trajet vers Paris fut long et silencieux. Catherine était concentrée sur la route, répondant à des appels professionnels via le système Bluetooth de sa voiture de luxe. Elle me parlait peu, se contentant de remarques occasionnelles sur la météo ou l'état du trafic. Je regardais par la fenêtre les paysages qui défilaient, voyant la Provence s'effacer progressivement pour laisser place aux banlieues grises de la capitale. Leur maison était immense et froide, des meubles design en métal et verre, des murs blancs sans des planchers si brillants qu'on aurait pu s'y mirer. Rien à voir avec le charme rustique de ma maison de campagne. Rien ne semblait avoir été touché ou utilisé. C'était comme un musée, pas un foyer. Le mari de Catherine, Philippe, m'a accueilli avec une poignée de main formelle. Mes petits-enfants, Thomas et Élise, âgés de 12 et 9 ans, ont à peine levé les yeux de leurs écrans pour me saluer. Catherine m'a montré ma chambre, au sous-sol aménagé. La pièce était propre mais impersonnelle, avec une petite fenêtre qui donnait sur le jardin au niveau des pieds des passants. Les premiers jours, Jaï essayait de me rendre utile. Je me levais tôt pour préparer le petit déjeuner. Catherine m'a expliqué qu'il prenait simplement un café en partant travailler et que les enfants mangeaient à l'école. Jaï proposait de cuisiner le dîner. Elle m'a informé qu'il commandait généralement ou mangeait au restaurant. Jaï voulut aider au ménage. Elle m'a dit que la femme de ménage venait 3 fois par semaine. Peu à peu, je me suis senti comme un meuble encombrant. Personne ne me demandait mon avis ni ne s'intéressait à mes histoires. Les conversations au dîner, quand la famille était réunie, tournaient autour des dossiers de Catherine et Philippe ou des activités extrascolaires des enfants. Je restais silencieuse, ne comprenant pas toujours leurs références à des personnes ou des lieux que je ne connaissais pas. Un soir, j'ai essayé de parler de Marcel à mes petits-enfants, de leur raconter comment leur grand-père savait imiter le chant de tous les oiseaux de Provence. Thomas m'a regardé avec ennui. Élise a demandé à sa mère si elle pouvait quitter la table. Catherine a hoché la tête, et la petite est partie rejoindre sa tablette. Philippe vérifiait ses emails sur son téléphone. Je me suis tu, la gorge nouée. Les semaines passaient, et je me sentais de plus en plus invisible. Catherine et Philippe partaient tôt et rentraient tard. Les enfants étaient constamment occupés par leurs activités ou leurs écrans. Je passais mes journées seul, errant dans cette maison trop grande, trop parfaite, où je n'avais pas ma place. Je tentais de me rapprocher de mes petits-enfants. J'ai proposé à Thomas de lui apprendre à jouer aux échecs, comme je l'avais fait avec Catherine. Il m'a répondu qu'il préférait ses jeux vidéo. J'ai suggéré à Élise de lui montrer comment faire des biscuits à l'ancienne. Elle m'a dit que sa mère préférait qu'elle ne mange pas trop de sucre. Chaque tentative se soldait par un échec, creusant davantage le fossé entre nous. Un jour, j'ai trouvé Catherine en train de trier mes affaires dans ma chambre. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle m'a expliqué que mes vieux vêtements ne convenaient pas à leur environnement et qu'elle allait m'emmener faire du shopping. Je l'ai remerciée, mais lui ai dit que je préférais garder mes habits imprégnés des souvenirs de toute une vie. Elle a soupiré, visiblement contrariée par mon refus. Le lendemain, elle est revenue avec des vêtements neufs et coûteux. Elle m'a demandé d'essayer ses nouvelles tenues, plus adaptées à ma nouvelle vie. Pour lui faire plaisir, j'ai obtempéré. Les tissus étaient de bonne qualité, mais les coupes et les couleurs ne me ressemblaient pas.
Je me sentais déguisé, comme une poupée que l'on habille selon ses envies. Les tensions ont commencé à s'accumuler. Catherine corrigeait constamment ma façon de parler, mon accent du Sud qui ressortait, mes expressions désuètes. Elle semblait gênée lorsque je parlais devant ses amis qui venaient dîner. Une fois, elle m'a demandé de rester dans ma chambre lors d'une réception importante. Jai obéit, le cœur brisé. Philippe me regardait avec un mélange de pitié et d'impatience. Je l'entendais parfois discuter à voix basse avec Catherine, mentionnant le fardeau et les arrangements à long terme. Je comprenais qu'ils envisageaient de me placer en maison de retraite. La perspective me terrifiait, mais je n'avais nulle part où aller. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Un matin, j'ai surpris une conversation entre Catherine et un agent immobilier au téléphone. Elle parlait de ma maison en Provence, disant qu'elle était sur le point de la mettre en vente maintenant que j'étais installé chez eux. Mon sang cesse glacé. Elle n'avait pas le droit de vendre sans mon consentement. Elle ne savait pas que j'avais déjà vendu la propriété. J'aurais dû lui dire la vérité à ce moment-là, mais quelque chose m'a retenu. Une méfiance nouvelle, née de toutes ces petites humiliations quotidiennes. Les choses ont empiré quand je suis tombé malade. Une simple grippe, mais à mon âge, cela m'a considérablement affaibli. Catherine semblait exaspérée par les soins supplémentaires que mon état nécessitait. Je l'entendais se plaindre à Philippe que j'étais un fardeau, que ce n'était pas ce qu'ils avaient prévu. Un soir de décembre, 3 mois après mon arrivée, le dîner s'est transformé en confrontation. Thomas se plaignait de l'odeur de ma cuisine. J'avais préparé une soupe de légumes, comme ma mère me l'avait apprise. Catherine a déclaré que cette odeur imprégnait toute la maison et que c'était inacceptable. Jai voulut me défendre, expliquer que c'était une recette familiale, mais elle m'a coupé. Catherine m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que cela ne fonctionnait pas, que ma présence perturbait l'équilibre de leur foyer, qu'elle avait contacté une excellente résidence pour personnes âgées qui pourrait m'accueillir dès la semaine suivante. Qu'ils paieraient, bien sûr, puisque je n'avais pas les moyens. Elle a ajouté que c'était pour mon bien, que je serais entouré de personnes de mon âge. Jai regardait autour de la table. Philippe fixait son assiette. Les enfants continuaient de manger comme si de rien n'était. Personne ne prenait ma défense. Personne ne semblait choqué par la façon dont j'étais traité. C'est à ce moment précis que quelque chose cesse de briser en moi. L'amour inconditionnel que j'avais pour ma fille cesse de fissurer, laissant place à une résolution froide. Le lendemain matin, Catherine et Philippe sont partis travailler comme d'habitude. Les enfants étaient à l'école. Jai sortit mes 2 vieilles valises de sous le lit et j'ai rassemblé mes affaires. Je n'ai pris que ce qui m'était véritablement précieux, laissant les vêtements coûteux qu'elle m'avait achetés soigneusement pliés sur le lit. Jai écrit une courte note. Je lui disais que je préférais partir de mon plein gré plutôt que d'être placé comme un objet encombrant, que je ne la dérangerais plus, que je trouverais mon propre chemin. Je n'ai pas mentionné l'argent. Je n'ai pas parlé de ma déception ni de ma douleur. J'étais trop fier pour cela. Quand Catherine est rentrée ce soir-là, j'étais déjà loin. Je n'avais pas attendu qu'on me jette dehors. J'étais parti avec dignité, emportant avec moi le secret de ma fortune et le germe d'une idée qui allait transformer non seulement ma vie, mais aussi celle de nombreuses personnes, y compris, ironiquement, celle de ma propre fille. Les premiers jours après mon départ furent les plus difficiles. Je me suis installé dans un petit hôtel du 12e arrondissement, loin du quartier huppé où vivait Catherine. La chambre était minuscule mais propre. Le lit grinçait et la douche avait des problèmes de pression d'eau, mais c'était mon espace à moi. Personne ne me jugeait ici. Personne ne soupirait d'exaspération quand je parlais. Les nuits étaient les pires. Allongé dans l'obscurité, les souvenirs m'assaillaient, le visage de Marcel me souriant dans notre jardin, Catherine petite courant dans les champs de lavande, ses rires portés par le vent. Les repas de famille où le vin coulait et où les histoires se transmettaient de génération en génération. Tout cela semblait appartenir à une autre vie, à une autre femme. Je pleurais silencieusement, étouffant mes sanglots dans l'oreiller.
Je me demandais où j'avais échoué comme mère, qu'avais-je fait ou pas fait, pour que ma propre fille me traite avec tant d'indifférence. La douleur était physique, comme une brûlure constante dans ma poitrine. Pendant la journée, je marchais dans Paris pour éviter de trop penser. La ville était magnifique mais intimidante. Tant de gens pressés, tant de bruit et d'agitation. Je me sentais minuscule et insignifiante dans cette foule anonyme. Parfois, je m'asseyais sur un banc de jardin public et observais les familles. Les grands-parents jouant avec leurs petits-enfants. Ces scènes me brisaient le cœur tout en ravivant ma colère. Une semaine après mon départ, Catherine m'a appelé. Sa voix était froide et contrôlée. Elle m'a demandé où j'étais. Je lui ai répondu que j'étais en sécurité et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Elle m'a dit que mon comportement était irresponsable et puéril, que j'aurais dû discuter avec elle au lieu de disparaître. Je lui ai rappelé qu'elle avait déjà pris sa décision sans me consulter. Le silence qui a suivi en disait long sur le gouffre qui nous séparait désormais. Elle m'a ensuite parlé de la maison en Provence. Elle voulait la mettre en vente rapidement pour financer ma place en résidence. Je lui ai annoncé calmement que la maison était déjà vendue, qu'elle n'avait aucun droit sur cette propriété tant que j'étais vivante. Son incrédulité était presque palpable à travers le téléphone. Elle m'a demandé où était l'argent. Je lui ai dit que c'était mon affaire et j'ai raccroché. Les jours suivants, elle a multiplié les appels et les messages, alternant entre colère, inquiétude feinte et manipulations émotionnelles. Je répondais peu, me contentant de l'assurer que j'allais bien. En réalité, j'étais loin d'aller bien. J'étais déchiré entre l'amour maternel qui persistait malgré tout et un sentiment nouveau de trahison qui empoisonnait mes pensées. Un matin, assise dans un café, j'aille observer une femme sans abri qui tentait de se réchauffer près d'une bouche d'aération. Une jeune mère célibataire à la table voisine comptait ses pièces pour savoir si elle pouvait offrir un chocolat au chaud à son enfant. Un vieil homme seul fixait son café depuis des heures comme s'il était invisible pour le reste du monde. Ces scènes m'ont frappé. Ces personnes étaient comme moi. Des êtres que la société avait mis de côté, jugés inutiles ou encombrants. C'est à ce moment que l'idée a commencé à germer. Une idée folle peut-être, mais qui donnait soudain un sens à tout ce qui m'était arrivé. Pourquoi ne pas utiliser cet argent, cette fortune tombée du ciel, pour créer un lieu où ces personnes invisibles pourraient retrouver leur dignité? Un refuge anonyme, sans jugement ni condescendance. J'ai contacté un avocat recommandé par l'hôtel où je logeais. Un homme discret et compétent qui m'a écouté sans préjugés. Je lui ai expliqué mon projet et mes conditions. Il m'a aidé à structurer mes idées, à établir un budget réaliste et à naviguer dans les méandres administratifs. Grâce à lui, j'ai pu créer une fondation anonyme qui servirait de façade légale à mon projet. Pendant ce temps, Catherine continuait ses recherches. J'avais appris par l'avocat qu'elle avait engagé un détective privé pour me retrouver. Elle craignait probablement que je fasse quelque chose d'embarrassant qui pourrait affecter sa réputation. Ou peut-être s'inquiétait-elle réellement pour moi, à sa manière. Je ne savais plus quoi penser. Un jour, j'ai reçu un appel de mon ancien voisin en Provence. Il m'avait vu aux informations régionales. Catherine avait lancé un avis de recherche, prétendant que j'étais une personne âgée vulnérable qui avait quitté son domicile dans un état de confusion mentale. J'étais furieuse. Elle essayait de me faire passer pour sénile afin de prendre le contrôle de mes affaires, de me voler ma dignité et mon autonomie. Cette nuit-là, ma résolution s'est raffermie. Je n'allais pas chercher à me venger directement de Catherine. La vengeance n'aurait fait que perpétuer le cycle de douleur et de ressentiment. Non, j'allais transformer cette souffrance en quelque chose de constructif. J'allais créer un lieu qui serait l'antithèse de tout ce qu'elle représentait. Un endroit où l'âge et le statut social n'importaient pas, où la valeur d'une personne ne se mesurait pas à son utilité ou à sa productivité. J'avais désormais un but, une mission. La douleur était toujours là, comme une compagne fidèle, mais elle ne me paralysait plus. Elle me poussait en avant, vers ce nouveau chapitre de ma vie. Je n'étais plus simplement une vieille femme rejetée par sa fille.
J'étais Rosa Dubois et j'allais construire quelque chose qui me survivrait. Le lendemain, j'ai commencé activement mes recherches pour trouver le lieu parfait. Un endroit assez grand pour accueillir plusieurs personnes, mais pas trop institutionnel. Un lieu qui pourrait devenir un véritable foyer pour ceux qui n'en avaient plus. Je savais que ce ne serait pas facile, que les obstacles seraient nombreux. Mais pour la première fois depuis des mois, je me sentais vivante, pleinement vivante. La recherche du lieu idéal m'a pris plusieurs semaines. Avec l'aide de mon avocat, j'ai visité différentes propriétés dans la périphérie de Paris. Je voulais un endroit accessible en transport en commun, mais suffisamment éloigné pour offrir calme et espace. Finalement, j'ai trouvé une ancienne maison de maître à Montreuil, avec un grand jardin et plusieurs dépendances. La bâtisse avait besoin de rénovation, mais elle avait du caractère et du potentiel. L'achat s'est fait via la fondation que j'avais créée, la fondation Nouveau Départ. Personne ne savait que j'étais la véritable propriétaire et bienfaitrice. Mon avocat gérait tous les aspects légaux et financiers. Je restais dans l'ombre, une simple vieille dame qui allait devenir la gardienne des lieux. Cette anonymité était essentielle à mon plan. Les travaux ont commencé immédiatement. J'ai engagé une équipe de construction composée principalement de personnes en réinsertion professionnelle. Des hommes et des femmes qui avaient connu la rue, la prison ou simplement des périodes difficiles. Ils étaient rudes parfois, mais respectueux et reconnaissants pour cette opportunité. Je travaillais à leur côté, supervisant les rénovations et participant aux tâches que ma santé me permettait d'accomplir. La maison principale a été divisée en petits appartements autonomes, chacun avec sa propre salle de bain et kitchenette. Les espaces communs ont été pensés pour favoriser les échanges et la convivialité. Une grande cuisine collective, une bibliothèque, une salle polyvalente pour les activités et les réunions. Le jardin a été transformé en potager communautaire, avec un coin détente ombragé par de vieux tilleuls. Pendant les travaux, j'ai commencé à constituer l'équipe qui m'animerait dans cette aventure. Une assistante sociale à la retraite, un ancien chef cuisinier qui avait perdu son restaurant suite à une dépression, une infirmière qui avait elle-même connu la précarité, un jardinier passionné de permaculture. Des personnes compétentes, mais marginalisées pour diverses raisons. Des invisibles, comme moi. Nous avons établi ensemble les principes fondateurs du refuge. Ce ne serait pas une institution caritative traditionnelle, avec sa hiérarchie et ses règles rigides. Ce serait une communauté autogérée, où chaque résident contribuerait selon ses capacités et recevrait selon ses besoins. Un lieu de passage pour certains, un foyer permanent pour d'autres. Un endroit où la dignité de chacun serait respectée inconditionnellement. Les fonds étaient gérés avec prudence. Un tiers de mon capital a été investi dans l'achat et la rénovation de la propriété. Un autre tiers a été placé pour générer des revenus réguliers qui assureraient la pérennité du projet. Le dernier tiers restait en réserve pour les imprévus et les développements futurs. Je vivais simplement, ne prenant pour moi-même que le strict nécessaire. Parallèlement, je suivais de loin la situation de Catherine. Par mon avocat, j'avais appris qu'elle traversait une période difficile. Le cabinet d'avocats où elle travaillait connaissait des problèmes financiers suite à un scandale impliquant l'un des associés principaux. Sa réputation était entachée par association. Son mari, Philippe, que je n'avais jamais vraiment apprécié, l'avait quitté pour une collègue plus jeune. Les enfants étaient perturbés par ce bouleversement familial. Une part de moi ressentait une satisfaction amère face à ces difficultés. La vie lui montrait que le succès et le statut social, auquel chérissait tant, étaient fragiles et éphémères. Mais une autre part, celle de la mère qui persistait malgré tout, s'éprouvait de sa souffrance. Je me surprenais parfois à vouloir la contacter, lui offrir mon soutien. Puis je me rappelais comment elle m'avait traité et ma résolution se raffermissait. L'avocate m'avait également informé qu'elle avait abandonné les recherches me concernant. Sans doute avait-elle des préoccupations plus urgentes désormais,
Ou peut-être avait-elle simplement accepté que je ne faisais plus partie de sa vie. Cette pensée me blessait, mais me libérait également. Je pouvais avancer sans craindre qu'elle ne perturbe mes plans. À la fin du printemps, les travaux étaient pratiquement terminés. Le refuge commençait à prendre vie. Nous avions établi des partenariats avec des associations locales qui nous orienteraient les personnes dans le besoin. Des bénévoles venaient régulièrement offrir leurs services. Un réseau de commerçants du quartier nous fournissait gratuitement les invendus alimentaires. J'ai choisi de m'installer dans un petit appartement sous les combles. Une chambre simple, un salon lumineux et un balcon où j'ai installé des jardinières de lavande pour me rappeler la Provence. C'était mon sanctuaire, mon havre de paix après des journées bien remplies. Le soir, je m'endormais avec le sentiment d'avoir enfin trouvé ma place et mon but. L'inauguration officielle du refuge a eu lieu un samedi de juin. Nous avions invité les voisins, les partenaires associatifs et les autorités locales. Personne ne savait que j'étais à l'origine du projet. J'étais présenté simplement comme Rosa, une des résidentes et bénévoles. Le maire est venu couper le ruban et a prononcé un discours sur l'importance de la solidarité dans notre société individualiste. Si seulement il savait que cette solidarité était née d'un abandon familial. Les premiers résidents sont arrivés dans la semaine qui a suivi. Une mère célibataire fuyant un conjoint violent. Un homme âgé expulsé de son logement après 50 ans de loyer payé sans retard. Un jeune homme sorti de prison sans famille ni ressources. Des vies brisées par les accidents de parcours, la maladie ou simplement la dureté du système. Des personnes considérées comme des fardeaux, tout comme je l'avais été pour ma fille. Je les accueillais personnellement, leur montrant leur espace de vie et leur expliquant le fonctionnement de notre petite communauté. Je voyais dans leurs yeux le même mélange de méfiance et d'espoir que j'avais ressenti lors de mes premiers jours après avoir quitté Catherine. Je leur disais toujours la même chose. Ici, vous n'êtes pas jugés sur votre passé ou vos erreurs. Ici, vous avez droit à une deuxième chance. Ici, vous êtes chez vous. Peu à peu, le refuge est devenu exactement ce que j'avais imaginé. Un lieu de vie et de partage où chacun trouvait sa place. Les repas étaient pris en commun, préparés à tour de rôle par ceux qui le pouvaient. Le jardin fournissait une partie de nos légumes. Des ateliers permettaient aux résidents de développer des compétences ou simplement de s'exprimer. L'infirmière assurait un suivi médical de base. L'assistante sociale aidait dans les démarches administratives. Mon plan se déroulait parfaitement. J'avais transformé ma douleur en quelque chose de positif. J'avais créé une famille de substitution, un lieu où l'âge et le statut social n'importaient pas, un endroit aux antipodes des valeurs de Catherine, et le meilleur restait à venir. Car mon plan incluait une dernière phase, une ironie du sort que je n'aurais jamais osé imaginer, mais que le destin semblait vouloir mettre en place. 6 mois après l'ouverture du refuge, notre réputation avait grandi dans le milieu associatif. Nous étions connus pour notre approche humaine et non bureaucratique. Les services sociaux nous orientaient régulièrement des personnes en difficulté, sachant que nous ne demandions pas de dossiers compliqués ni de justificatifs multiples. Nous jugions les besoins, pas les personnes. Un mardi matin pluvieux d'octobre, j'étais dans le bureau d'administration quand Mireille, notre assistante sociale, est venue me trouver. Elle semblait troublée. Elle m'a parlé d'une femme qui venait d'arriver avec 2 enfants, une avocate qui avait tout perdu suite à la faillite de son cabinet. Elle était sur le point d'être expulsée de son appartement et n'avait nulle part où aller. Ses parents étaient décédés et sa mère avait disparu depuis près d'1 an. Mon cœur a manqué un battement. Je savais, avant même qu'elle ne prononce son nom, de qui il s'agissait. Catherine. Ma fille était là, dans notre salle d'accueil, attendant de savoir si nous pouvions lui offrir un toit. Le destin avait un sens de l'ironie que je n'avais pas anticipé. J'aille demander à Mireille de l'installer dans la salle de réunion et de lui offrir un café. Je me suis approché de la fenêtre, observant la pluie qui ruisselait sur les vitres. Mon plan avait toujours été que Catherine découvre un jour que j'étais derrière ce refuge.
Que cette révélation lui montre ce que son argent et son statut n'avaient pas réussi à construire. Une véritable communauté, un lieu d'appartenance et de sens. Mais je n'avais jamais imaginé qu'elle viendrait demander notre aide. Après quelques minutes pour rassembler mes pensées, je me suis dirigé vers la salle de réunion. Catherine était assise, les épaules voûtées, une tasse de café fumant devant elle. Les enfants jouaient silencieusement dans un coin avec des jouets mis à disposition. Elle avait vieilli. Des cernes sombres soulignaient ses yeux. Ses vêtements, autrefois impeccables, semblaient usés et froissés. La vision de ma fille ainsi diminuée ne me procurait aucune joie, contrairement à ce que j'avais pu imaginer. Quand je suis entré, elle a levé les yeux. La reconnaissance a été immédiate. Elle a pâli, comme si elle voyait un fantôme. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Je me suis assise face à elle, gardant mon expression aussi neutre que possible. Je lui ai dit bonjour calmement. Elle a finalement retrouvé sa voix me demandant ce que je faisais là. Je lui ai expliqué que je vivais et travaillais ici depuis plusieurs mois. Ses yeux ont parcouru la pièce, comme si elle cherchait à comprendre. Elle m'a demandé si c'était une coïncidence qu'elle soit venue ici. Je lui ai répondu que le destin avait parfois d'étranges façons de réunir les gens. La conversation qui a suivi était tendue et maladroite. Catherine m'évitait du regard, visiblement honteuse. Elle m'a raconté brièvement sa situation. Le cabinet avait fait faillite. Philippe était parti avec la moitié de leurs économies. Les créanciers réclamaient le reste. La maison allait être saisie. Elle n'avait nulle part où aller avec les enfants. Je l'écoutais sans l'interrompre. Une part de moi savourait sa déchéance, voyant là une justice poétique. La femme qui m'avait jugée inutile et encombrante venait maintenant me demander de l'aide. Mais une autre part, plus profonde, ressentait simplement de la tristesse. Pour elle, pour les enfants, pour tout ce que nous avions perdu. Quand elle a eu terminé, un silence pesant s'est installé. Les enfants nous regardaient, sentant la tension dans l'air. Thomas, qui avait maintenant 13 ans, semblait comprendre la situation mieux qu'Élise. Il fixait sa mère avec un mélange d'inquiétude et de reproche, comme s'il la tenait responsable de leur situation actuelle. Je lui ai finalement posé la question qui me brûlait les lèvres. Je lui ai demandé si elle avait cherché à me retrouver après mon départ. Elle a baissé les yeux, admettant qu'elle avait abandonné les recherches quand ses propres problèmes avaient commencé. Elle a ajouté qu'elle avait supposé que j'étais retourné en Provence, ou que j'avais trouvé un autre arrangement. Je n'ai rien dit, laissant le poids de ses paroles flotter entre nous. Puis je lui ai expliqué les règles du refuge. Nous pouvions les accueillir, elle et les enfants, pendant 3 mois initialement. Ils auraient un petit appartement autonome. En échange, elle devrait participer à la vie communautaire. Aider à la cuisine, au jardin ou dans les tâches administratives selon ses compétences. Les enfants iraient à l'école du quartier. Un suivi social serait mis en place pour les aider à se reconstruire. Catherine a accepté avec une gratitude mêlée de confusion. Elle ne comprenait visiblement pas comment j'étais passé du statut de vieille femme dépendante à celui de personne capable d'offrir un tel soutien. Je ne lui ai pas expliqué. Pas encore. Le temps des révélations viendrait plus tard. Pour l'instant, je voulais qu'elle fasse l'expérience du refuge sans savoir que j'étais à son origine. Je les ai installés dans un appartement du 1er étage. Un espace modeste, mais confortable, bien différent de leur ancienne maison luxueuse. Les enfants semblaient à la fois perdus et soulagés d'avoir un toit. Catherine paraissait encore sous le choc de me retrouver dans ces circonstances. Au cours des jours suivants, Catherine s'est intégrée maladroitement à la communauté. Ses compétences juridiques se sont avérées précieuses pour aider d'autres résidents dans leur démarche. Mais elle avait du mal à s'adapter au fonctionnement collectif, aux repas partagés, à l'absence de hiérarchie claire. Je l'observais de loin, la voyant lutter contre ses habitudes et ses préjugés. Les enfants, eux, se sont adaptés plus rapidement. Thomas a découvert le jardin et a commencé à passer du temps avec notre jardinier, apprenant les bases de la permaculture.
Élise s'est liée d'amitié avec la fille d'une autre résidente. Ils participaient aux activités proposées, retrouvant progressivement la joie de vivre que leur situation familiale avait étouffée. Un soir, environ 2 semaines après leur arrivée, Catherine est venue frapper à la porte de mon appartement. Elle voulait me parler, disait-elle. Je l'ai invitée à entrer. Elle a regardé autour d'elle, notant les touches personnelles que j'avais apportées, les photos de Marcel, les pots de lavande sur le balcon, la simplicité chaleureuse de mon espace. Elle s'est assise, visiblement nerveuse. Elle m'a demandé comment j'avais survécu après mon départ de chez elle, comment j'avais trouvé cet endroit. Je lui ai raconté une version édulcorée de mon parcours, les difficultés initiales, la rencontre avec mon avocat, mon implication progressive dans le projet du refuge. Je n'ai pas mentionné l'argent ni mon rôle de fondatrice, puis elle a fait quelque chose qui m'a surprise. Elle s'est excusée. Avec des larmes dans les yeux, elle a reconnu qu'elle n'avait pas été la fille que je méritais, qu'elle m'avait traité avec indifférence et condescendance, qu'elle avait été tellement obsédée par son statut social et sa carrière qu'elle en avait oublié les valeurs que Marcel et moi lui avions inculquées. Je l'ai écoutée sans l'interrompre. Ses excuses, je les avais imaginées des centaines de fois. Dans mes rêveries, je les accueillais tantôt avec froideur, tantôt avec une générosité magnanime. Mais face à la réalité, je ne ressentais ni satisfaction triomphante, ni pardon instantané, juste une douleur sourde et ancienne qui commençait peut-être à s'étioler. Je lui ai dit que la vie nous avait mises toutes les deux dans des situations inattendues, que nous avions chacune fait des choix, bons ou mauvais, que ce qui importait maintenant, c'était ce que nous allions faire de cette nouvelle chance que le destin nous offrait. Elle a acquiescé, essuyant ses larmes. Au fil des semaines suivantes, un changement subtil s'est opéré en Catherine. Elle est devenue plus humble, plus attentive aux autres. Elle a commencé à utiliser ses compétences d'avocate pour défendre les droits des résidents face aux administrations. Elle passait plus de temps avec ses enfants, réapprenant à être présente pour eux. Elle venait régulièrement me voir, partageant un café ou un repas, reconstruisant lentement notre relation. 1 mois après son arrivée, Jai décidait qu'il était temps de lui révéler toute la vérité. Je l'ai invité dans le bureau de la fondation où mon avocat nous attendait. Je lui ai tout expliqué. La vente du terrain, l'argent que j'avais gardé secret, la création de la fondation et du refuge, mon rôle de bienfaitrice anonyme. Sa stupéfaction était indescriptible. Elle m'a regardé comme si elle me voyait pour la première fois, comme si la vieille femme fragile qu'elle avait rejetée avait soudain révélé une force et une détermination insoupçonnées. Elle a demandé pourquoi je n'avais pas utilisé cet argent pour vivre confortablement, pour voyager ou me faire plaisir après toutes ces années de travail. Je lui ai expliqué que la vraie richesse n'était pas dans le confort matériel ou les possessions, qu'elle était dans les liens que nous tissons avec les autres, dans le sentiment d'être utile et de faire une différence, dans la dignité de donner autant que de recevoir, toutes ces valeurs qu'elle avait oubliées dans sa course effrénée vers le succès. Catherine a pleuré longtemps ce jour-là, des larmes de remords, de soulagement, et peut-être d'admiration. Elle m'a demandé si je lui pardonnerais un jour. Je lui ai répondu que le pardon n'était pas un événement mais un processus, que nous avions entamé ce processus ensemble et que c'était déjà une victoire en soi. À partir de ce moment, notre relation a évolué vers quelque chose de nouveau. Ni le lien fusionnel de son enfance, ni l'indifférence polie de ces dernières années. Un partenariat respectueux, fondé sur une reconnaissance mutuelle de nos forces et de nos faiblesses. Nous étions différentes, avec des visions du monde parfois opposées, mais nous avions trouvé un terrain d'entente, un projet commun qui nous permettait de travailler ensemble malgré nos différences. Catherine a commencé à s'impliquer davantage dans la gestion du refuge. Ses compétences juridiques et administratives complétaient parfaitement mon approche plus intuitive et humaine. Ensemble, nous avons développé de nouveaux projets. Un programme d'aide juridique pour les résidents,
des ateliers d'insertion, un professionnel, des partenariats avec des entreprises locales pour faciliter le retour à l'emploi. Les enfants se sont épanouis dans cet environnement communautaire. Thomas a découvert une passion pour l'écologie et la biodiversité urbaine. Élise a révélé des talents artistiques qu'aucun cours extrascolaire n'avait pu faire émerger. Ils ont appris la valeur du partage, de l'entraide et de la simplicité. Des leçons que ni leur éducation privilégiée, ni leur récente précarité ne leur avaient enseignées. Ma vengeance, si on peut encore l'appeler ainsi, avait pris une forme que je n'avais pas anticipée. Je n'avais pas détruit Catherine, je ne l'avais pas humiliée publiquement, je ne l'avais pas privée de ses enfants, comme elle avait tenté de me priver de ma dignité. Au contraire, je l'avais aidée à retrouver son humanité, à redécouvrir les valeurs essentielles qu'elle avait sacrifiées sur l'autel de la réussite sociale. Et dans ce processus, je m'étais aussi transformé. La colère et l'amertume qui m'avaient initialement motivé s'étaient progressivement dissipées, laissant place à une sérénité que je n'avais pas connue depuis la mort de Marcel. J'avais trouvé un but, une communauté, et, ironiquement, j'avais retrouvé ma fille en chemin. Notre histoire n'était pas un conte de fées. Il y avait encore des tensions, des désaccords, des moments de doute. Le passé ne pouvait être effacé d'un coup d'éponge. Mais chaque jour, nous choisissions de construire quelque chose ensemble plutôt que de nous détruire mutuellement. Et c'était peut-être là la plus belle des vengeances. 3 ans se sont écoulés depuis ce jour pluvieux d'octobre, où Catherine a franchi le seuil du refuge. 3 années de reconstruction, d'apprentissage et de guérison. Notre communauté s'est agrandie et transformée. Ce qui était au départ un simple abri temporaire est devenu un véritable modèle d'innovation sociale reconnu dans toute la région. Le refuge accueille désormais plus de 50 résidents. Nous avons acheté l'immeuble voisin pour étendre notre capacité. Nos programmes d'aide et d'insertion ont permis à des dizaines de personnes de retrouver leur autonomie. D'anciens résidents reviennent régulièrement comme bénévoles ou simplement pour partager un repas et des nouvelles. Nous sommes devenus une grande famille, diverse et solidaire. Catherine ne vit plus au refuge depuis 2 ans. Elle a repris son activité d'avocate, mais dans une direction complètement différente. Elle a créé un cabinet spécialisé dans la défense des droits des personnes vulnérables. Elle travaille souvent pro bono, utilisant ses compétences et son réseau pour ceux qui en ont le plus besoin. Son ancien milieu la considère comme une excentrique, mais elle ne n'a cure. Elle a trouvé un sens à sa profession qui va au-delà du prestige et de l'argent. Elle a acheté un petit appartement non loin du refuge, simple mais chaleureux, à l'opposé de son ancienne maison ostentatoire. Les enfants y ont chacun leur chambre, décorée selon leurs goûts actuels, bien différents de ceux de leur vie d'autrefois. Thomas, maintenant adolescent, prépare des études en agronomie. Élise continue de développer ses talents artistiques et participe à des projets culturels dans les quartiers défavorisés. Quant à moi, j'aille fêter mes 71 ans entouré de cette famille élargie. Je vis toujours dans mon petit appartement sous les combles. J'aille ralentit mon rythme, déléguant certaines responsabilités à des résidents de longue date. Mais je reste le cœur et l'âme du refuge, celle qui accueille les nouveaux venus avec la même phrase. Ici, vous n'êtes pas jugé sur votre passé ou vos erreurs. Ici, vous avez droit à une 2e chance. Ici, vous êtes chez vous. Catherine et moi déjeunons ensemble chaque dimanche. Parfois chez elle, parfois au refuge, parfois dans un petit restaurant du quartier. Nous parlons de tout et de rien. De nos projets, des enfants, de souvenirs anciens que nous redécouvrons sous un jour nouveau. Nous avons appris à nous connaître comme 2 adultes, au-delà du lien mère-fille qui nous définissait et nous limitait à la fois. Il nous arrive encore d'avoir des désaccords. Nos personnalités et nos approches restent différentes. Je suis toujours intuitive et parfois trop confiante en la nature humaine. Elle garde une tendance à l'analyse et à la planification qui peut paraître froide.
Mais nous avons appris à voir ces différences comme complémentaires plutôt que contradictoires, à les utiliser comme des forces au service de notre cause commune. La Fondation continue de prospérer grâce à une gestion prudente. Une partie des fonds initiaux reste intouchée, générant des revenus qui assurent la pérennité du projet. Nous avons également développé des activités qui permettent au refuge de générer ses propres ressources. Un café solidaire ouvert au public, un atelier de réparation et de revente d'objets récupérés, un service de traiteur géré par d'anciens résidents formés à la cuisine. Mon avocat, devenu un ami proche, m'assure régulièrement que ma fortune est bien protégée et que la Fondation poursuivra son œuvre bien après moi. Jai fait de Catherine ma légataire universelle avec pour seule condition de maintenir la mission du refuge. Je sais qu'elle respectera ce vœu, non par obligation légale, mais par conviction personnelle. Marcel aurait été fier, je crois, de ce que Jai accomplit, de la façon dont notre fille a évolué, des valeurs que nous avions essayé de lui transmettre et qu'elle a finalement retrouvées par un chemin détourné. Je sens parfois sa présence, le soir, quand je m'installe sur mon balcon pour regarder le soleil se coucher sur Paris. Une présence bienveillante qui m'appelle encore ma petite Rose, comme il le faisait dans notre maison de Provence. Je repense parfois à cette journée d'hiver où Catherine m'a annoncé qu'elle voulait me placer en maison de retraite, à la douleur et à la colère qui m'ont poussé à partir. Au secret que je gardais alors, ces 1 700 000 € qui allaient changer tant de vies. Si j'avais su à ce moment-là où nous en serions aujourd'hui, aurais-je agi différemment? Peut-être, peut-être pas. La vie nous offre rarement des chemins droits et prévisibles. Elle nous confronte à des carrefours inattendus, à des détours douloureux, à des rencontres qui bouleversent nos plans. Notre tâche n'est pas de contrôler ce parcours chaotique, mais d'y trouver du sens, de transformer les épreuves en opportunités, les blessures en sagesse, les fins en nouveau départ. C'est ce que Jai essayait de faire, ce que nous avons réussi à faire ensemble, Catherine et moi. Malgré nos erreurs et nos faiblesses, nous avons créé quelque chose de beau à partir de notre douleur partagée, un héritage qui nous survivra et qui continuera à offrir ce dont chaque être humain a besoin, au-delà du confort matériel, un lieu d'appartenance, un sentiment d'utilité, la certitude inconditionnelle de sa propre dignité. Je ne sais pas combien d'années il me reste. À mon âge, chaque printemps est un cadeau inattendu, mais je sais que lorsque mon heure viendra, je partirai sereine, avec la conviction d'avoir transformé ma plus grande blessure en ma plus belle réalisation, d'avoir permis à ma fille de retrouver son humanité, d'avoir honoré la mémoire de Marcel et les valeurs que nous partagions. Et si c'est cela la vengeance, alors je peux dire qu'elle a un goût bien plus doux que je ne l'imaginais, un goût qui ressemble étrangement à la paix, à la réconciliation, à l'amour finalement. Cet amour qui survit à nos erreurs, à nos faiblesses, à nos trahisons. Cet amour qui nous rappelle envers et contre tout que nous sommes une famille, imparfaite, blessée mais résiliente, capable de se reconstruire, de pardonner, de recommencer. C'est là peut-être la plus grande leçon que j'aie apprise dans cette aventure. La véritable dignité ne réside pas dans la richesse ou le statut social. Elle ne se trouve pas non plus dans la vengeance ou la rancune. Elle est dans notre capacité à rester fidèles à nos valeurs, même dans l'adversité, à transformer la douleur en compassion, à tendre la main à ceux qui nous ont blessés, non par faiblesse, mais par force, par choix conscient et délibéré. Alors que le soleil se couche sur un autre jour au refuge, j'entends les rires des enfants dans le jardin, les conversations animées dans la cuisine commune, la musique douce qui s'échappait de l'atelier. Je sens l'odeur du pain frais et des fleurs du jardin. Je vois les visages détendus de ceux qui ont trouvé ici un havre de paix après la tempête. Et je me dis que c'est là, dans ces moments simples de partage et de présence, que réside la vraie richesse de la vie. Demain, Catherine et les enfants viendront déjeuner. Nous célébrerons l'anniversaire du refuge. Une nouvelle famille sera accueillie.
La vie continuera, avec ses joies et ses peines, ses défis et ses réussites. Et moi, Rosa Dubois, je continuerai de veiller sur cette communauté que j'ai créée, sur cette famille que j'ai retrouvée et élargie, sur cet héritage d'amour et de dignité qui fleurira longtemps après mon départ.